Merci Yann. Donc mon intervention se situe dans la ligne directe de l'intervention précédente du professeur Li Zheng, qui a déjà dit un certain nombre de choses sur les sources des éléments de la grammaire chinoise de Jean-Pierre Abel-Rémusat, donc je ne vais pas reprendre. On dit habituellement qu'il n'y a pas eu de réflexion proprement linguistique dans la Chine ancienne. Donc c'est faux, évidemment, puisque vous le savez tous, dès la période des royaumes combattants, dans le IIIe siècle avant Jésus-Christ, dans le Sun Tzu, il y a des observations qui font incontestablement penser à celles que pouvaient avoir les Grecs anciens, notamment sur la nature entre les mots, les tse et les choses, ou. Et plus tard, évidemment, tout au long de l'histoire chinoise, il y a eu des études phonologiques, dialectologiques ou prosodiques extrêmement importantes. Le Hurya, IIIe siècle avant Jésus-Christ, approchait la perfection. Ensuite, les expressions régionales, Fangyen, 1er siècle de notre ère. Le Shou Wen Tie Zi, que je traduis par expliquer les caractères simples et interpréter les caractères complexes, en reprenant cette excellente traduction de Françoise Bottero. Ensuite, les livres de rimes, le Qieyun de Lu Fayen en 601, Guang Yun, Zhongyang Yin, le Kangxi Zidian en 1716. Mais c'est vrai, ou en partie vrai en tout cas, qu'il n'y a pas eu de réflexion proprement grammaticale comme il y en a eu en Occident, puisqu'on reconnaît généralement qu'il a fallu atteindre la fin du XIXe siècle, l'apparition du Ma Shi Wen Tong, de la grammaire de Ma Tianzhong en 1898. Cela dit, le professeur Li Zheng vient d'en parler, il y a quand même eu dans la Chine ancienne, avant le Ma Shi Wen Tong, quelques réflexions qu'on pourrait dire d'ordre grammatical. Elle vient de parler en détail sous les sons du Wenzi de Chen Kuei en 1170. Et ensuite, il y a eu toute une série de traités de particules, le Yuju de Lu Yiwei au XIVe siècle, le Zhu Pianlue de Liu Qi, le Suzhou de Yuan Zhengling. Pourquoi je parle de ces ouvrages-là? Parce que même le Ma Shi Wen Tong, qui est une grammaire de type purement occidental, dont Ma Tianzhong reconnaît dans la préface qu'il a voulu utiliser le cadre théorique et méthodologique des grammaires occidentales pour les appliquer aux Chinois, c'est fortement inspiré, évidemment, c'est un lettré. Ce n'est pas un hasard s'il a fait son Ma Shi Wen Tong sur la grammaire, qui est une grammaire du chinois classique. Il s'est évidemment inspiré des réflexions grammaticales qu'il connaissait très bien. Et on trouve dans le Ma Shi Wen Tong des pages entières qui sont intégralement recopiées du Suzhou de Yuan Zhengling, 1710, comme disait Pierre-Étienne Ville ce matin, évidemment sans guillemets. Il a copié des pages entières du Suzhou sans dire d'où ça venait. Donc il était vraiment inspiré. Il voulait réaliser une grammaire de type occidental. Et j'ai montré il y a une quinzaine d'années que le modèle occidental qu'il avait inspiré, c'était très vraisemblablement la grammaire de Port-Royal, de Arnaud et Lancelot, de 1610, où il a repris intégralement le cadre théorique et méthodologique de la grammaire de Port-Royal, ce qui plaît évidemment beaucoup aux linguistes générativistes, puisque la grammaire de Port-Royal avait été remise à l'honneur par Noam Chomsky. Donc il n'y a pas eu vraiment de propre grammaire du chinois avant le Ma Shi Wen Tong, si ce n'est quelques réflexions, comme je disais, d'ordre grammatical. Par contre, il y a eu des grammaires occidentales sur le chinois, qui est le but de ce colloque aujourd'hui. Donc l'arte de la lengua mandarina, la première, enfin c'est pas vraiment la première, celle de Francisco Varro, c'est la première qui a été traduite en anglais par South Coblin et Joseph Lévy, la première qui nous est parvenue, puisqu'elle date de 1703. Il y avait des grammaires qui étaient certainement aussi bonnes que cette grammaire de Francisco Varro avant, notamment de Juan Cobo
de Antonio Morales, qui étaient des grammaires en espagnol, mais qui sont qu'on n'a jamais retrouvées, et qui datent elles, du tout début du XVIIe siècle, voire même de la fin du XVIe siècle, surtout la première de Juan Cobo. Et il y avait des grammaires qui n'étaient pas faites par les jésuites ont toujours été assez mauvais en linguistique. Donc, c'est les missionnaires qui étaient vraiment très bons en linguistique et dans la description de ce qu'on appelle les dialectes chinois et de ce que nous on appelle les langues sinitiques, ce sont les dominicains. Et les premières grammaires des dominicains de la fin du XVIe siècle et du début du XVIIe siècle, qui portent sur les dialectes, notamment les dialectes Minnan, les dialectes entre Zhangzhou et Quanzhou, datent de 1620, l'arte de la lengua Qiuqiu. Le Qiuqiu, c'est un dialecte Min qui est à la fois un mélange du dialecte de Quanzhou, du dialecte de Wenzhou. On les appelait les Sanglei, c'était des Chinois originaires du Fujian qui étaient aux Philippines dans les faubourgs de Manille. Pourquoi je vous parle de ces grammaires? Parce qu'Abel Rémusat, dans sa préface de septembre 1820, les critique beaucoup, mais c'est un critique redoutable, Abel Rémusat, mais il reconnaît quand même qu'il s'est inspiré de ces quelques grammaires. Donc il n'avait pas connaissance de ces grammaires dont je viens de parler, des missionnaires dominicains, mais il avait connaissance, il en parle longuement dans sa préface, de l'arte de la lengua mandarina. Il avait évidemment une connaissance, et Li Zheng vient de montrer que ça a été sa source d'inspiration principale, la grammaire de Prémar, qu'il a écrite en 1728, mais qui a été publiée à Malacca en 1831. Donc là, il n'avait pas accès, mais il avait accès au Noticia Linguae Sinicae sous une forme de manuscrit avant qu'elle soit publiée, il n'y a aucun problème. Et le Clavis Sinica de Marshman, dont il parle aussi, et la grammaire et le Grammar of Chinese Language de Robert Morrison, il avait évidemment connaissance de ces ouvrages, de ces grammaires occidentales sur le chinois, qui critiquent énormément, mais qui s'en inspirent. Et on retrouve évidemment dans les éléments de la grammaire chinoise, comme vient de le montrer Li Zheng, des tas d'exemples qu'il a repris de ces grammaires-là. Il a repris des tas d'exemples, il les a réaménagés à sa façon, il les a interprétés à sa façon, mais il s'est quand même beaucoup inspiré, et essentiellement de la deuxième des Notitiae Linguae Sinicae. Donc la plus ancienne de ces grammaires que commente Abel Rémusat est celle du père dominicain Francisco Varro, dont 1703. C'est une grammaire en espagnol, sans aucun caractère chinois, et c'est une grammaire de la langue vernaculaire de l'époque. Donc elle a été traduite en anglais et elle est conçue, ça on le sait, puisque Francisco Varro l'a reconnu lui-même, sur le modèle de la fameuse grammaire latine de Nebrija, du 15e, début du 16e siècle, qui a été de toute façon le modèle de toutes les grammaires des langues occidentales à l'époque. Toutes les grammaires sont basées sur la grammaire latine de Nebrija, et probablement Varro avait accès aussi à la version, ça c'est une grammaire de Nebrija en latin, mais il y a aussi une version en espagnol qui s'appelle Gramática de la Lengua Castellana, qui date de 1492, qui est un petit peu différente de son Introductione Latinae, mais vraisemblablement Varro en avait connaissance, parce qu'on retrouve dans la grammaire de Varro des passages qui ne figurent pas dans la grammaire en latin de Nebrija, mais qui figurent dans la version espagnole. Cela dit, comme il avait comme modèle cette grammaire de Nebrija, qui était le modèle standard dans toute l'Europe du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, il s'est inspiré du cadre théorique et méthodologique, et évidemment ce que lui reproche Abel Rémusat dans la préface, c'est qu'il a voulu faire rentrer la langue chinoise dans le moule des langues indo-européennes. Donc il parle de conjugaison pour les verbes, donc imaginez ce que ça donne en chinois. Il parle de cas, de déclinaison. Il y a des nominatifs, des datifs, des accusatifs. Mais enfin, c'est une très bonne grammaire, mais bon, il a pris un cadre complètement occidental, il l'a appliqué au chinois, et il s'est planté, en deux mots. Enfin,
là-dessus. Et ça, dans sa critique, Abel Rémusat l'a très bien vu. Il s'est servi de la grammaire de Varro pour prendre certains exemples, parce que c'est quand même une très bonne grammaire, mais l'imitation des procédés grammaticaux suivis pour le latin l'a souvent éloigné du véritable génie de la langue chinoise. Donc l'influence de cette grammaire, elle a été quand même tout à fait secondaire, si ce n'est qu'il a repris simplement certains exemples. Par contre, la grammaire, et là je ne vais pas m'étendre davantage, puisque Li Jiang vient d'en parler vraiment dans le détail, qui a été vraiment la source principale des éléments de la grammaire chinoise d'Abel Rémusat, c'est celle de Joseph Prémart, qu'il a écrite en 1728, mais qu'il a publiée pour la première fois à Malacca en 1831. Mais là, évidemment, Abel Rémusat en avait une copie bien avant qu'elle soit publiée à Malacca en 1831, puisque dans ces éléments de la grammaire chinoise, la première édition qui date de 1822, et dans la préface de 1820, il la commente très en détail en disant que c'est un excellent ouvrage. Il a repris le même modèle, comme vient de l'expliquer Li Jiang, des deux parties, première section langue classique, deuxième section langue vernaculaire. Il s'est même inspiré du plan de la grammaire de Prémart, qui a l'énorme avantage d'avoir 12 000 exemples. Imaginez ce que ça pouvait être pour l'époque. Et alors, bon, il manque, et Abel Rémusat dit qu'il manque à cette foule d'observations particulières un caractère général, comme il le souligne, puisque le but d'Abel Rémusat, c'était quand même d'essayer de restituer le génie de la langue chinoise et de s'opposer, c'est en ça que ces éléments de la grammaire chinoise sont extrêmement originaux. Pour la première fois, il voulait s'opposer complètement au modèle des grammaires occidentales sur le chinois qui avait pour modèle la grammaire latine de Nebrija. Donc il voulait casser. Lui, il ne parle pas de cas, il ne parle pas de désinence, désira, ou pas désira, Abel Rémusat. Il reprend les parties traditionnelles du discours, les 8 parties traditionnelles du discours du latin, mais il ne fait pas l'erreur de considérer qu'il y a des cas ou des conjugaisons de verbes. Non, il part vraiment du chinois. Et donc, il qualifie la grammaire de Prémart d'excellent ouvrage, mais bon, il la critique en disant qu'il lui manque un caractère général, et comme vient de l'expliquer aussi Li Jiang, donc je ne reviendrai pas là-dessus, qu'il n'a pas su, Prémart, définir un certain nombre de règles, atteindre le niveau de la généralité, de l'adéquation explicative, et pas simplement l'adéquation descriptive. Voilà, donc dans cette grammaire, et ça, bon, il y a des littéra, donc qui est l'équivalent du zi en chinois, qui est l'unité grammaticale de base, 487 sons, 4 tons, ce qui fait 1445 syllabes, qu'il appelle les vos. Ensuite, il adopte la division traditionnelle, et ça, Abel Rémusat la reprend entre les shi-zi et les su-zi, les mots pleins et les mots vides, mais pour les répartir ensuite dans les parties du discours proprement occidentales. Donc, dans cette grammaire de Prémart, évidemment, la parente pauvre, mais c'est pas exceptionnel pour l'époque, c'est plutôt courant, la syntaxe et la partie pauvre, mais cette grammaire a exercé une influence considérable sur les grammaires postérieures, dont celle d'Abel Rémusat, qui jugeait que cette liste de phrases expliquées, plutôt qu'une grammaire proprement dite, s'opposera toujours à la publication de ce précieux travail, sans quoi il avait tort, puisqu'en 1831, donc un an avant sa mort, l'ouvrage était publié, comme je viens de le dire, à Malacca. Et lui pensait qu'elle ne serait jamais publiée parce que c'était simplement une liste de phrases expliquées. Mais il reconnaît quand même qu'il s'en est considérablement inspiré et que c'était un excellent ouvrage. Ensuite, il commente longuement la Clavis Sinica de Joshua Marshman, publiée donc à Saint-Ramport en 1814, qu'il considère comme pas du tout importante, si ce n'est que je soupçonne Abel Rémusat d'avoir emprunté le titre de son ouvrage, Éléments de la grammaire chinoise, à Marshman, parce que la Clavis Sinica, c'est la deuxième partie d'un ensemble qui s'appelait Éléments de la grammaire chinoise. Et la deuxième partie qui concernait la grammaire, la première partie, c'était des considérations d'ordre général culturel, elle ne concernait pas la grammaire. Donc le fait d'avoir repris, je pense qu'il a pu reprendre Éléments
de la grammaire qu'il connaissait très très bien puisqu'il la critique. Et il dit que voilà, l'auteur se borne la plupart du temps à expliquer des exemples qui sont tirés du Longyu, les entretiens de Confucius, et c'est une analyse du chinois classique qui est basée sur un seul texte. Et Rémusat dit à ce propos, son travail est encore à présent tout à fait spécial, hein, je cite Abel Rémusat, et il n'offre pour ainsi dire que la grammaire d'un seul livre chinois, d'un livre qui, par sa concision antique, il parle du Longyu, hein, est bien loin d'offrir toutes les formes du style plus moderne et encore moins celles du langage habituel. Voilà. Donc il a repris quelques exemples, mais très très peu, de cette grammaire de Marshman, et il s'est encore moins inspiré de celle de Morrison, qui est parue un an après celle de Marshman, toujours à ses remports, et qui s'intitule Grammar of the Chinese Language. Voilà, on peut s'étonner à l'époque qu'il n'ait pas eu accès à ces premières grammaires dont je viens de parler, qui étaient la plupart d'entre elles en espagnol, celle de Juan Cobo de Morales ou l'Arte de la Lengua Chocho de Manzano, qui étaient des grammaires de différents dialectes, de Nankin à l'époque, mais bon, il y en avait certains d'entre elles étaient des dialectes de ce qu'on appelle aujourd'hui le mandarin standard, et il n'a pas eu accès à la Grammatica Sinica de Martino Martini, qui à cette époque-là était quand même... est-ce qu'elle était assez courante, à vrai dire, j'en sais rien. Peut-être qu'elle n'était pas très courante à son époque, c'est peut-être la raison pour laquelle il a... En tout cas, la Grammatica Sinica de Martino Martini, il ne faut pas la confondre avec la Grammatica Sinica de Fourmont, là qu'Abel Rémusat agonise d'injures en disant qu'il a tout plagié, et dans cette fameuse préface de 1800. C'est une grammaire différente sur laquelle ont travaillé pas mal, évidemment, les Italiens Bertolucci et Giorgio Casacchia et Maria Rosario Gianninotto. Voilà les éléments de la grammaire chinoise, donc publiés une première fois en 22 et à nouveau en 1857. Et après, bon, c'est l'édition qui a été rééditée en 1987, quand l'arrière-petit-cousin d'Abel Rémusat est venu me rendre visite à Paris en disant qu'il voulait rééditer la version 1857 avec une postface d'Adolphe Thiers de la grammaire de son arrière-cousin, qui était Jean-Pierre Abel Rémusat. C'est le premier, effectivement, essai de synthèse logique et de construction raisonnée de la langue chinoise. Un ouvrage qui est resté quand même un ouvrage de référence, au moins jusqu'à l'apparition de la grammaire mandarine d'Antoine Bazin en 1856, qui était son disciple, et la syntaxe nouvelle de la langue chinoise de Stanislas Julien, qui était l'autre disciple et le maître incontesté de la sinologie européenne de la deuxième moitié du XIXe siècle. Voilà, donc je ne vais pas répéter la description détaillée qu'a faite le professeur Li Zhang, donc il distingue bien dans son ouvrage. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est que, il a organisé ces deux sections sur le même modèle que Prémart. Il distingue des substantifs, des adjectifs, des noms propres dans les deux sections, que ce soit celle sur le chinois classique ou celle sur le chinois vernaculaire. Voilà, il n'a pas cherché à imposer, et ça c'est l'originalité essentielle des éléments de la grammaire chinoise d'Abel Rémusat. Il n'hésite pas à dire il n'y a pas de genre, il n'y a pas de cas, il n'y a pas de conjugaison pour les verbes, tout ça c'est très clair. La partie sur chinois classique, elle est quand même un peu décevante. Hein. Il n'y a guère que la grammaire proprement dite, il y a des considérations d'ordre général, puis la grammaire proprement dite, c'est quelques pages et sur les prépositions, les conjonctions et les adverbes. Et on ne peut pas s'empêcher évidemment de la comparer avec la somme imposante que devait livrer Georg von Gabelens en 1881, donc quelques décennies plus tard, qui, elle, est restée un ouvrage de référence indispensable pour tout linguiste, y compris aujourd'hui, sur le chinois classique. Donc la partie sur le chinois classique d'Abel Rémusat est assez décevante. Bon, les analyses sont plus fournies sur la langue vernaculaire. Là, il y a des informations qui restent quand même assez précises
sur la langue vernaculaire de l'époque, encore que, bon, comme il ne parlait pas chinois, Abel Rémusat, il n'était jamais allé en Chine, et évidemment, il a fait une grammaire à partir de ce qu'il avait. Il avait une connaissance encyclopédique de la littérature chinoise, donc il cite des tas d'exemples du Tin Ping Mei, par exemple, et je doute qu'il ait eu accès à l'édition originale du Tin Ping Mei Tse Hua de 1602, donc il avait dû avoir accès à une version quelconque du Tin Ping Mei, et il considère que ce qui est écrit dans le Tin Ping Mei, ça reflète la langue parlée de l'époque. D'abord, le Tin Ping Mei, c'est le début du XVIIe siècle, il écrit sa grammaire en 1822, et puis ça représentait même pas la langue parlée du début du XVIIe siècle. Le Tin Ping Mei, c'est ce qu'on appelle le Kudai Bai Hua, et le Kudai Bai Hua a jamais... Et alors évidemment, André Bazin, qui était son disciple, qui était aussi redoutable que lui l'a énormément critiqué en disant Abel Rémusat, mon maître, puisque c'était son maître, n'a rien compris au chinois parlé, puisqu'il confond le chinois parlé et le chinois écrit. Dans toutes les langues du monde, le chinois parlé et le chinois écrit, on est le Koyu et Shumianyu sont deux styles, deux registres de langue complètement différents. Donc il avait une connaissance mais encyclopédique, mais livresque de la langue chinoise de son époque. Mais cela dit, sur la deuxième partie, qui est la partie sur le chinois vernaculaire, il y a des analyses qui sont extrêmement fines, notamment sur les particules tiang, zhe ou de, je n'ai pas le temps de détailler, ou même sur l'adverbe tio, qui auraient pu être reprises, et sur les classificateurs, donc il les appelle les numérales. Donc il a repris le terme, là, non pas à Prémar, mais à Francisco Varo, parce que, bon, en espagnol, numerales. Parce que numéral en français, ça ne veut trop rien dire. Mais il les appelle, ce qu'on appelle aujourd'hui les classificateurs, ou que Vissière appelait les spécificatifs. Donc voilà, presque toujours, on ajoute au nom des nombres une particule qui ne change rien aux sciences, quoiqu'elle varie suivant la nature des objets nombrés. On nomme ces sortes de particules des numérales. Les mots employés en ce sens perdent tout à fait la signification qu'ils auraient isolément, et l'on en est averti par la présence du nom de nombre. C'est des remarques quand même assez pertinentes, et premières, surtout si on les compare aux grammaires précédentes. Et il reconnaît aussi que, outre les numérales spéciales, dans les classificateurs particuliers, il y a les Ge-Ti Liang-Zi, le classificateur général, le Ge qui sert à tout, voilà. Il y en a une commune, voilà, qui sert pour les personnes aussi bien que pour les choses. C'est, voilà, Igeren, un homme. Et il ne donne pas une liste complète des classificateurs, il renvoie au dictionnaire du Père Basile. Donc voilà, en conclusion, et je m'en tiens à mon temps de parole, que reste-t-il aujourd'hui de ces éléments de la grammaire chinoise? Si on était aussi rigoureux qu'était Abel Rémusat avec ses prédécesseurs, on aurait tendance à répondre presque rien. Bon, si on est plus généreux, il reste quand même quelques réflexions qui sont d'ordre vraiment grammatical et des analyses très fines, et c'était aussi un remarquable traducteur, et des traductions qui ont été un petit peu reprises. Voilà, donc quelques exemples tirés d'œuvres de la littérature ou vernaculaire ancienne qui ont été interprétées et traduites avec finesse. Bon, mais vous savez, il en est de même des grammaires postérieures, celle d'Antoine Bazin qui critiquait copieusement Abel Rémusat, il ne reste pas grand-chose non plus. Celle de Stanislas Julien un petit peu plus, parce qu'il a fait vraiment des efforts au niveau de la syntaxe, et il avait à sa disposition d'autres sources que les seules sources qu'avait à sa disposition Abel Rémusat. Mais par contre, on peut répondre à cette question, qui reste beaucoup de choses pour les historiens des théories linguistiques, ou l'histoire des idées linguistiques, et tout le monde reconnaît que ces éléments sont de fait le premier essai de synthèse logique de la langue chinoise, et une avancée considérable par rapport aux essais occidentaux précédents qu'il a d'abord analysés en profondeur et dont il s'est inspiré, et notamment l'œuvre du père Prémar. Merci de votre attention.